dans la science-fiction, de façon générale, il y a un peu deux écoles. Vous parliez tout à l'heure de H.G. Wells et de Jules Verne. Finalement, on a une science-fiction qui va être plus rigoureuse scientifiquement, qui va être un peu plus froide, et une autre qui va être dans l'aventure, presque le merveilleux. Comment justement, si on devait comparer Jules Verne et H.G. Wells, qui sont un petit peu les pères fondateurs du genre, après Mary Shelley, comment vous les compareriez, Gilles? Ouais, c'est difficile. Je pense qu'ils sont difficiles à comparer parce que déjà, il y a chez... D'abord, Jules Verne, je ne pense pas que ce soit vraiment un écrivain de science-fiction, c'est un écrivain qui a fait de la science-fiction. C'est pas pareil, quoi. Par contre, H.G. Wells, c'est vraiment c'est l'écrivain qui a créé la science-fiction. Quand vous regardez tous les thèmes qu'il a abordés sur ses livres, c'est incroyable. Il a quasiment inventé tous les thèmes majeurs de la science-fiction, même actuelle, hein, l'invasion extraterrestre, etc., etc. Donc Jules Verne, on sent plus un écrivain qui est fasciné par l'ingénierie, qui est fasciné par les technologies de son époque, qui les extrapole, etc., etc. Mais je sens plus une littérature d'ingénieur, alors que chez Wells, il y a une dimension politique qui est évidente. Wells, c'est un humaniste, c'est un libre penseur, c'est quelqu'un qui a des idées révolutionnaires sur la place de la femme dans la société à son époque, etc., etc. Ça, je ne le trouve pas. Je ne suis pas chez Verne, mais chez Verne, d'autres choses sont formidables, des voyages extraordinaires. Moi, quand j'étais enfant, je disais 20 milieux sous les mers. Vraiment, je trouvais ça génial. Je relisais 2 ans de vacances, c'est pareil, qui n'est pas du tout SF, mais qui est aussi un Jules Verne. Voilà, après, opposer je sais pas comment dire, les rigoristes et les humanistes, etc. Moi, la science-fiction, pour moi, il n'y a pas deux écoles. C'est un univers. Et il y a autant d'écoles que d'étoiles. D'autres figures qu'on parle beaucoup dans la science-fiction à cause de leur vision un peu cauchemardesque de la société, c'est 1984 et Le meilleur des mondes d'Huxley. Pierre, vous avez une préférence entre ces deux monstres sacrés de la science-fiction? Non, les deux sont des incontournables, sont des récits fondateurs. Les deux sont des dystopies, l'un présenté sous forme d'utopie et l'autre sous forme de totalitarisme, ces deux totalitarismes d'ailleurs. Non, j'ai pris, enfin ce sont des classiques maintenant. Je les ai découverts aussi assez tard à l'université, en même temps que pour de littérature comparée consacrée à la science de fiction de l'auteur américaine. Ce sont vraiment des livres très importants pour le genre science-fiction, mais ça va au-delà de science-fiction, parce qu'il y a plein de gens qui disent, moi je dis jamais de science-fiction. Ah oui, j'ai lu 1984 et j'ai lu Le meilleur des mondes, mais ce sont des classiques, c'est pas de la science-fiction, c'est comme Chronique martienne aussi. C'est partie de ces romans qui apparemment ont sauté, ont été récupérés par le genre littéraire, mais évidemment ce sont vraiment des récits fondateurs très importants, à lire et à relire en permanence pour s'imprégner. Et en plus, ce sont de livres annonciateurs de ce qui se passe maintenant, parce que Huxley avec Le meilleur des mondes, mais évidemment la biotechnologie nous amène au seuil de ce que peut être l'humanité augmentée, une humanité définie par ses gènes. Et puis la surveillance globale décrite par 1984, même si ça ne se passe tout à fait de la même façon, parce qu'elle est plus calquée sur le mode soviétique de la surveillance centrale, du grand ordinateur qui surveille tout. Elle est maintenant, elle s'est diffusée dans nos poches. La surveillance globale, elle est partout. Et non seulement elle est partout, mais nous faisons en sorte qu'elle soit partout, parce que c'est nous qui la véhiculons maintenant. C'est très fort. Le système capitaliste, c'est vraiment très fort. On a tous des téléphones portables dans les poches, on a tous des cartes bancaires, on a tous des GPS dans les voitures, on réclame de plus en plus de caméras dans les rues pour notre sécurité, ce qui fait que la surveillance globale, c'est nous qui l'installons. Mais la question était posée par H.G. Wells en 1948, donc ce sont des livres précurseurs très importants et qui montrent l'intérêt de la science-fiction dont on parlait tout à l'heure. Vous disiez justement, il y a beaucoup de gens qui disent ne pas aimer lire
lire de la science-fiction, voire détester ça. On a tous des amis, des gens de notre famille à qui on aimerait montrer qu'ils se trompent, qu'il faut s'y mettre. C'est un sacré boulot, ça. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à quelqu'un qui dit détester la science-fiction, et quel bouquin on peut lui donner dans les mains pour le faire changer d'avis? Il y a tout un tas de livres qu'on peut donner, c'est simplement un a priori. Parfois, je suis dans des salons de littérature générale et puis je suis entre deux auteurs de littérature dite blanche, hein, qui a une couverture Gallimard, Grasset, très sobre. Puis nous, la couleur hurlante. Et les gens, ils font un détour. C'est pas toujours mon stand, mais c'est radioactif. Ouais, un truc instinctif, comme si les livres étaient radioactifs. D'ailleurs, ils sont radioactifs, hein, vous n'êtes pas au courant, mais... Et puis je dis, mais... Parfois j'appelle les gens, je dis, ça vous intéresse pas? Ou, ah, moi je dis jamais de science-fiction, ça me fait peur. Ah oui, pourquoi vous en avez lu? Non. Donc comment vous savez que vous avez peur si vous n'avez pas encore lu? Voilà, donc il y a une espèce d'a priori fantasmé sur la science-fiction. Et j'ai eu une expérience aussi intéressante, c'est que j'ai fait un livre qui s'appelle Porteur d'âme, il y a un petit aspect scientifique très très léger où on transfère l'âme dans le corps de... Enfin, c'est pas si léger que ça, finalement. On transfère l'âme dans le corps de quelqu'un d'autre. Et ça a été, ça fait partie d'un prix qui s'appelle le prix Cézanne, qui était destiné aux comités d'entreprise. Et donc j'ai rencontré beaucoup de gens du comité d'entreprise, et ils me disent oh non, non, la science-fiction ça nous fait peur et tout. Et puis à bout d'un moment, on me dit ah, on a lu votre livre, on a adoré, finalement on se rend compte que c'est vachement bien et tout. Et voilà, a priori là, il faut simplement que les gens rentrent dans un livre quelconque. Moi je leur conseille volontiers la stratégie Ender, c'est quand même facile d'abord. Ou ce genre de livre, les chroniques martiennes de Bradbury, c'est quand même facile, etc. Et ça ne fait pas peur spécialement. Et quand les gens ont accepté de franchir le pas, ils se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur eux-mêmes, ils étaient dans un fantasme qui ne correspondait à rien du tout. Il faut juste essayer de les convaincre d'ouvrir un livre de science-fiction. Peut-être pas commencer tout de suite par Gary Reagan, parce que ça demande quand même quelques codes assez costauds. Mais des livres grand public, il en existe plein qui sont de qualité et que les gens, quand ils rentrent dedans, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent très bien et que la science-fiction est un genre dans lequel on peut très bien rentrer, même si on n'a pas l'habitude. Ouais, et puis il faut qu'on garde Greg pour nous. Justement, la stratégie Ender est un des bouquins effectivement les plus accessibles. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la science-fiction, mais qui aiment la stratégie Ender. David, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que ce roman a un peu su dépasser les frontières qu'on met parfois devant la science-fiction? Alors, la stratégie Ender, rétrospectivement, quand même, on peut se rendre compte que Harry Potter et la stratégie Ender ont des points communs, parce que du coup, des gamins qui se trouvent dans une école, qui ont un code couleur, qui sont par équipe, des choses comme ça. C'est un fonctionnement narratif qui reprend des codes de la littérature jeunesse, qui est un point d'entrée quand même assez sympathique. Et finalement, ça prend pas à un moment sur, même si chaque page on dit dans la stratégie, attention, les extraterrestres ils arrivent, ils vont nous tuer, et tout est tendu vers un affrontement final avec eux. En fait, ce qui fait tourner la page, c'est l'écolier qui est en conflit avec les autres écoliers, puis finalement il se crée des copains, puis finalement même les gamins méchants, ils sont gentils mais ils ne le savaient pas, et voilà. Et ça c'est des mécanismes narratifs qui sont des mécanismes qu'on trouve dans toutes sortes de... voilà. Alors après, là c'est peut-être Gilles qui pourra répondre. Moi la stratégie Ender, j'ai l'impression que ça a bien pris aux États-Unis, mais je ne savais pas que ça avait été un tel succès en France. Je ne sais pas si c'est l'histoire de la réception. Je ne connais pas très bien l'histoire de la réception de la stratégie Ender en France. Mais non, je n'ai pas l'impression que ce soit un succès à la hauteur de 1984 ou des livres dont on parlait tout à l'heure. Mais pour revenir à faire lire la science-fiction aux gens nombreux qui vous disent qu'ils n'aiment pas ça, c'est comme tout. Je pense que c'est comme toute entreprise humaine, il y a quand même un dialogue à instaurer avant de choisir un titre. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'interviens au niveau des libraires ou des bibliothécaires, et donc je discute avec ces gens et j'essaie de cerner ce qui les intéresserait ou ce qui les intéresse potentiellement dans la littérature. Et j'ai une espèce de stratégie d'évitement, c'est la plupart du temps, je leur propose des livres qui, a priori, ne sont pas très agressifs sur le plan des idées, des choses comme Ripley de Kevin Greenwood, ou Cristal qui songe de Theodore Sturgeon, qui est un classique,
Il y a des classiques, on parlait de Ray Bradbury avec les Chroniques martiennes. Moi, personnellement, je préfère La Foire des Ténèbres, sur le cirque et sur le monde des forains aux États-Unis. Il y a un auteur que j'ai beaucoup publié qui s'appelle Robert Charles Wilson, qui est un auteur canadien, que je trouve assez abordable, voire sur certains livres très abordables, parce que d'abord, c'est pas un scientifique, donc sa science, elle est très éthérée, entre guillemets, ça sert juste d'hypothèse départ, et c'est assez rare qu'il développe ça. Donc on n'est pas dans le jargon, on est plutôt dans l'idée. Et après, il y a des auteurs j'évite, c'est-à-dire je ne conseille pas aux lecteurs qui voudraient débuter avec Phil K. Dick, par exemple, parce que Phil K. Dick, je pense que c'est très bien, c'est pas le problème, mais si vraiment vous écoutez les gens de la science-fiction qui n'ont jamais lu, Philippe K. Dick, c'est parfait, ils vont ouvrir, je sais pas, Tremblement de temps sur Mars, quelque chose, et ils vont jamais revenir. Donc, c'est essayer de trouver peut-être des livres où l'humain, mais l'humain, les interactions humaines, ou l'humain avec l'extraterrestre, ou l'humain avec le passé, ou l'humain avec la mémoire, ou un livre comme... Des fleurs pour Algernon. Voilà, c'est un très bon exemple, Des fleurs pour Algernon. D'ailleurs, c'est un livre de science-fiction, entre guillemets, parce que ça parle de science, mais globalement, c'est aussi un livre de littérature tout court. Et c'est un très beau livre. Donc on peut faire une liste quasiment magique de livres, Greenwood, Ripley, Des fleurs pour Algernon, de livres qui ne sont pas très très agressifs. C'est marrant, mais je ne mettrais pas Under là-dedans. Enfin, personnellement, voilà, c'est pas le livre qui me viendrait à l'esprit tout de suite.